Bienvenue dans la saison 2 de Oser, l'émission qui part à la rencontre des professionnels investis dans la construction d'un monde durable pour explorer avec eux comment s'engager dans leur métier pour avoir de l'impact et accélérer le passage au monde d'après. Nous allons parcourir différents secteurs afin de mieux les comprendre, d'en définir les enjeux et d'esquisser des pistes d'engagement. Oser est un podcast indépendant qui a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. J'ai besoin de votre soutien pour faire connaître le podcast en le partageant sur vos réseaux et en ajoutant un commentaire sur iTunes. Merci pour votre aide précieuse qui me permet de continuer l'aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Qu'est-ce que les énergies marines renouvelables ? On pense tout de suite aux éoliennes offshore, mais que se cache-t-il de plus derrière ces mots ? On fait le point pour mieux comprendre ce secteur, ses enjeux face à la transition écologique, mais aussi les perspectives d'emploi dans la filière avec Antoine Rabin. Une interview un peu plus longue que la moyenne, mais dont on ressort excité par toutes ces perspectives positives. En tout cas, je l'espère. Bonne écoute. Bonjour Antoine. Bonjour. Antoine, tu es ingénieur conseil, spécialiste des questions énergie, climat, océan, enseignant à Super Héros, HEC Paris et dans plusieurs autres grandes écoles. Tu es aussi animateur, formateur pour la fresque du climat et président du club HEC Économie Verte. J'aimerais aujourd'hui qu'on discute du sujet des ENR marines, des enjeux associés et des opportunités existantes et à venir dans ce secteur. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler de ton parcours ? Oui, écoute, merci déjà de l'invitation et beau sujet que tu nous proposes là. Donc, comme tu l'as dit, moi je suis ingénieur de formation et donc dans un premier temps et dans mes premières années de vie professionnelle, j'ai goûté à plusieurs petites vies professionnelles justement dans différents secteurs d'activité où c'est vraiment le métier d'ingénieur que j'ai exercé. Donc ça a pu être dans le BTP par exemple, ingénieur travaux. J'ai aussi travaillé dans l'aérospatiale et dans l'aéronautique. Et puis aussi dans l'aide au développement, où j'ai passé une année d'ailleurs assez formidable au Cambodge. Je suis à chaque fois un peu ému d'ailleurs quand j'en parle. Et après ces petites expériences-là, j'avais la conviction que je connaissais ou j'appréhendais mal l'entreprise. Et donc je suis rentré dans un cursus à HEC pendant 1 an et demi, où j'en suis ressorti avec une volonté féroce de monter un business dans le conseil en stratégie, voilà, et en particulier dans la thématique de la transition énergétique. On y arrive. D'accord, merci pour cette introduction. Pour commencer la discussion, j'aimerais discuter avec toi et que tu nous expliques un petit peu déjà ce que sont que les énergies renouvelables marines, ce qu'on entend par là, et peut-être même que tu nous parles déjà un petit peu de ce qu'il y a derrière nos océans et l'univers marin de notre planète. Oui, absolument. C'est vrai que quand on me pose cette question, j'ai du mal à y répondre directement sans mentionner 2-3 fondamentaux qui nous relient à nos océans. Je t'avoue que j'aime bien, et tu parlais de la fresque du climat, donc c'est vrai que c'est un atelier qui permet de construire un raisonnement et une prise de conscience autour des enjeux systémiques du dérèglement climatique. Et qu'est-ce qui apparaît notamment dans cette vision globale de l'enjeu climat ? C'est tout simplement que les océans sont au cœur du dispositif et de la machine climatique et déterminants. 2 exemples que je trouve particulièrement éloquents. Le premier, c'est le poumon bleu. Il y a 2 poumons sur notre planète qui absorbent la moitié du CO2 que les activités humaines émettent. C'est la photosynthèse, ça c'est plus intuitif. On sait que la photosynthèse, donc les plantes et les arbres, absorbent 25% du CO2 anthropique. Mais ce qu'on sait moins souvent, c'est que l'océan aussi absorbe 25% du CO2 anthropique. Donc c'est un magnifique service qu'il nous rend. Et j'aime bien, pendant l'atelier d'ailleurs, avoir un petit moment solennel où on remercie notre poumon vert et notre poumon bleu pour absorber 50% du coup de notre problème. Alors tout ça, c'est pas sans conséquence, parce que le CO2 se dissout en fait dans les eaux salées et du coup ça acidifie les océans, et ça a une chaîne d'impact extrêmement lourde et préoccupante autour des équilibres de la faune et de la flore. Donc voilà, déjà ce chiffre-là est, je le trouve assez intriguant. Et puis tu en as un autre, moi, qui m'a absolument bouleversé quand j'ai fait la fresque pour la première fois. C'était des sujets quand même que je connaissais, que j'appréhendais pas mal, mais ce chiffre-là, je ne l'avais pas en tête. Et si tu veux, sur l'ensemble de l'énergie qui est générée par l'effet de serre additionnel, donc qui s'emmagasine sur Terre en plus du fait de nos émissions, eh bien 93% de cette énergie-là est absorbée par nos eaux salées.
Donc, non seulement en amont, il y a une réaction chimique qui fait que l'océan nous rend un fier service, c'est le poumon bleu, c'est les 25% de CO2 anthropique absorbés dans l'océan, mais derrière, en aval, sur le réchauffement global, 93% de cette énergie-là eh bien, est absorbée par l'océan, et c'est donc une simple, un simple, une simple donnée factuelle, en quelque sorte, qui permet de faire ressortir le rôle central et déterminant de l'océan dans la machine climatique. Donc, après avoir dit ça, forcément, on dit et on révèle finalement que l'océan est menacé de par nos activités humaines, donc non seulement vis-à-vis du climat, mais aussi sur un tas d'autres sujets comme les plastiques, on en parle beaucoup aujourd'hui, aussi les pollutions directes engagées par les industries maritimes, la pêche, mais aussi d'autres activités. Et puis, l'océan n'est pas que menacé. L'océan regorge aussi un panel d'opportunités. Alors, je suis ingénieur de formation effectivement, mais je suis pas non plus pour prôner uniquement le miracle technologique. Mais aujourd'hui, j'ai une conviction assez profonde après 12, 13, 14 années d'activité pour un certain nombre d'acteurs, à la fois privés et publics, dans le domaine des énergies marines renouvelables. Et aujourd'hui, j'ai une conviction assez profonde que tu m'invites à partager avec toi aujourd'hui et avec tes auditeurs, qui est celle que les énergies marines renouvelables, les EMR, représentent une magnifique opportunité que nous offre l'océan pour contribuer à résoudre l'équation climatique d'ici la moitié du siècle. Merci Antoine. Alors, avant peut-être que tu nous parles des EMR, justement, je voudrais revenir sur ce que tu disais, c'est que tu es ingénieur, mais pourtant tu n'es pas, entre guillemets, un fervent adorateur du solutionnisme technologique. Est-ce que tu voulais peut-être dire deux mots par rapport à ça? Oui, alors pour ceux qui connaissent, ça va être assez évident, mais tu as raison, c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, on a un mur devant nous qui est celui de la résolution de l'équation climatique. Et le couple climat-énergie est intrinsèquement lié, donc il faut aussi beaucoup travailler sur le vecteur énergétique et donc la décarbonation finalement du système énergétique. Mais avant même de parler de décarbonation, il y a d'abord d'autres leviers à actionner qui sont très largement prioritaires. Le premier, je vais le résumer très simplement avec ce mot que je trouve assez passionnant d'ailleurs à investiguer en profondeur, qui est celui de la sobriété énergétique. Et puis derrière, il y a un mot un peu plus connu qu'on utilise beaucoup, voire parfois un peu trop, qui est un peu galvaudé, qui est l'efficacité énergétique. On conserve l'usage, mais on consomme moins pour préserver l'usage. Et puis derrière, donc ces deux leviers absolument prioritaires que représentent la sobriété énergétique d'une part et l'efficacité énergétique d'autre part, on aura toujours besoin d'un socle énergétique. Et ce socle-là, il faut aujourd'hui massivement le décarboner. Alors c'est vrai que ça peut étonner parfois un certain nombre de nos concitoyens français, parce qu'aujourd'hui, il ressort que notre mix électrique, pour le coup, est déjà massivement décarboné de par la production électronucléaire. Donc, on aura peut-être, j'imagine, l'occasion d'y revenir un peu plus tard, mais on peut se poser la question de savoir s'il faut conserver un poids du nucléaire aussi important dans la transition énergétique globale qu'il faut mener maintenant. Mais en tout état de cause, au niveau mondial, le mix électrique est encore massivement carboné. 2 tiers de notre électricité dans le monde est produite aujourd'hui par le charbon et le gaz, qui sont donc 2 des 3 énergies fossiles. Et ça émet beaucoup de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui, évidemment, ne répond pas à notre problème de décarbonation. Donc, tout ça pour dire que notre électricité est massivement carbonée aujourd'hui, qu'il faut chercher des leviers pour la décarboner. Donc certes, d'abord la sobriété, puis l'efficacité, mais derrière, il y aura un socle énergétique qu'il faudra aller chercher, et cette électricité-là doit être absolument non carbonée à l'horizon de la moitié du siècle. Et pour ça, il y a un certain nombre de leviers qui sont à notre disposition, en France et ailleurs, et on va essayer, j'imagine, de le creuser ensemble aujourd'hui, mais les leviers on va dire, massifs et prioritaires et les plus pertinents sont les énergies renouvelables dans leur ensemble, dont font partie les énergies renouvelables marines. Merci beaucoup, pour ce rappel Antoine et effectivement c'est très clair, et limpide quand tu l'expliques, donc vraiment, merci, merci pour ça. Je te propose maintenant de partir sur, la compréhension, des EMR justement. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce qu'on entend par, EMR? Quel type en fait, d'énergie c'est? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors c'est une très bonne question d'introduction parce que pour la petite anecdote, c'est même un sujet en fait au niveau européen par exemple, de savoir ce qu'on met ou ce qu'on ne met pas dans le périmètre des énergies marines renouvelables.
Donc, on va essayer de sortir des querelles d'experts, c'est pas le plus intéressant. Et je vais essayer de vous présenter l'ensemble des filières qu'il faut considérer sur ce domaine. Donc d'abord, et peut-être de manière la plus intuitive, quand on parle d'énergie marine renouvelable, on pense souvent au courant. C'est le retour que je fais quand je discute avec des néophytes ou avec des gens qui connaissent mal ces dossiers. La première chose dont ils souhaitent me parler, c'est la valorisation des courants, ou parfois, tu sais, ce qu'on appelle le marnage, c'est-à-dire les différentiels d'eau, de hauteur d'eau qu'il y a entre deux marées. Eh bien, cette énergie-là, donc à la fois le courant, hein, le fluide qui est engagé par les marées, notamment, ou par le marnage, eh bien ça, c'est tout à fait valorisable. Et aujourd'hui, on a même la filière historique en fait, des énergies marines renouvelables qui a plus de 50 ans, qui est née en France avec le barrage et l'usine de la Rance en Bretagne, qui valorise finalement ce marnage et fait tourner des turbines avec les différentiels de hauteur d'eau entre deux marées. Depuis 1964, c'est une ancienne, une vieille installation. C'est De Gaulle qui a lancé ce projet-là à l'époque. Et ça fait donc plusieurs décennies qu'on produit, alors à une échelle territoriale. On est sur une puissance de 240 mégawatts de puissance installée. Donc s'il faut donner des correspondances en puissance, c'est à peu près un quart d'un réacteur nucléaire. Et depuis, encore une fois, plusieurs décennies, on a cet ouvrage-là qui tourne en France et qui marche plutôt bien. Il y a quelques autres ouvrages du même type qui existent ailleurs dans le monde, en particulier un qui est en Corée du Sud, qui s'appelle l'usine de Chiwa, mais qui est beaucoup plus récente puisqu'elle a été inaugurée après 2012-2013, je n'ai plus la date exacte en tête. Donc ça, c'est, on va dire, l'une des premières filières historiques des énergies marines renouvelables, c'est le marémoteur, et c'est la valorisation donc, du marnage. On a évidemment aussi d'autres types de technologies ou d'autres architectures technologiques qui vont aller chercher à valoriser les courants et l'énergie des courants. Et là, on pense à ce qu'on appelle l'hydrolien, les hydroliennes. Alors, le raccourci, c'est en fait une éolienne sous l'eau, mais on s'aperçoit vite que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que le milieu marin, si tu veux, est un milieu extrêmement exigeant, extrêmement contraignant, et en fait, on n'utilise pas aujourd'hui les mêmes technologies qu'on connaît nous tous. Quand on regarde autour de nous, on a tous croisé au moins une fois, j'imagine, une éolienne, soit au bord de la route, soit dans des champs. On voit à peu près à quoi ça ressemble. Il y a en fait les technologies aujourd'hui qui sont en place et qui sont en test parce qu'on est encore en R&D, on est à la fin du cycle de R&D. On pense possible une industrialisation, une commercialisation de ces technologies-là dans la décennie qu'on vient d'attaquer. Mais force est de constater que les architectures aujourd'hui les plus abouties sont finalement assez éloignées de ce qu'on imaginait faire il y a encore 15 à 20 ans quand on voulait en fait immerger des éoliennes terrestres. Donc ça, c'est les courants, que ce soit les courants des marées, le marnage, on est sur le marémoteur et l'hydrolien. Ensuite, intuitivement, il y a une autre filière qui vient souvent à l'esprit, qui est celle de l'énergie de la houle, ou l'énergie des vagues. Effectivement, les vagues, c'est de l'énergie, et aujourd'hui, on essaye de la valoriser. Ça, c'est quand même, entre nous, beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que si pour l'hydrolien, on peut imaginer des synergies ou en tout cas des valorisations de savoir-faire ou d'ordre technologique issus d'industries existantes et matures. Je pense notamment par exemple à la propulsion sous-marine pour l'hydrolien. En fait, on utilise de l'énergie pour faire tourner une hélice qui propulse un navire. Et ici, en fait, c'est quasiment le même schéma, mais inversé, où il y a un fluide qui passe dans des hélices, ça la fait tourner et on produit de l'énergie. Eh bien, pour l'énergie de la houle, il n'y a pas ce type de synergie ou d'inspiration à avoir sur des industries beaucoup plus matures. On est vraiment dans le cadre d'une feuille blanche, en quelque sorte. Et aujourd'hui, on observe un foisonnement de technologies. Il y en a plus de 135 dans le monde, avec différents degrés de maturité, qui essayent de trouver, qui essayent de développer la bonne architecture qui va permettre de produire de l'électricité à coût compétitif, avec des impacts environnementaux maîtrisés et gérés et acceptables. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il y a beaucoup de technologies qui se développent et qui grimpent les premières marches du cycle de développement technologique, mais qui s'arrêtent en cours parce qu'elles ne satisfont pas ces exigences. Donc, il y a une grande difficulté aujourd'hui à imaginer la houlogénération, la production d'électricité issue de l'énergie de la houle, comme étant quelque chose de viable dans les toutes prochaines années. Ça ne veut pas dire que ça n'arriverait pas. Pour être honnête, c'est ma petite filière préférée parce que le potentiel en fait, énergétique de cette filière est très important. Donc il serait dommage de s'en passer, mais
c'est un véritable challenge technologique et d'innovation que de pouvoir demain construire des systèmes de production à coût compétitif et encore une fois avec une maîtrise parfaite des impacts environnementaux qu'ils vont générer. Donc après les courants et la houle, il y a d'autres filières qui sont un peu moins intuitives pour le coup, pour le grand public. La première, c'est la valorisation du différentiel de température. En fait, on arrive aujourd'hui à penser, produire de l'électricité en valorisant les eaux chaudes de surface qu'il y a dans les océans et les eaux froides profondes. En surface, l'eau peut varier, hein, évidemment, de plusieurs degrés. Quand on est dans les pôles, on est autour de 1, 2, 3 degrés à peu près en température en surface. Et parfois, on peut aller évidemment chercher des eaux beaucoup plus chaudes. Et dans les tropiques, on peut aller chercher de l'eau à 24, 25, 26, 27, 28 degrés. Quand on descend dans l'océan à peu près à 1000 mètres, on va trouver à peu près la même température partout, où qu'on se trouve. Et on va être autour de 4 degrés. Après, c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher des températures plus basses. Il faut descendre de manière beaucoup plus profonde et ça coûte évidemment beaucoup plus cher. Donc aujourd'hui, on cherche à développer des machines qui s'appellent des centrales d'énergie thermique des mers, l'ETM, qui va valoriser les différentiels de température entre les eaux chaudes et les eaux froides. Et aujourd'hui, les technologies qui permettent de penser à une production là aussi compétitive et qui satisfont les exigences de développement durable et les exigences environnementales tournent autour d'un différentiel de 20 degrés. Donc, comme je vous ai dit qu'on arrivait à facilement, on va dire, plus ou moins facilement, aller chercher de l'eau froide à 4 degrés, à 1000 mètres, eh bien 20 plus 4, ça fait 24. Donc, conclusion, on ne fera pas d'ETM en Bretagne, mais on fera plutôt de l'ETM dans des zones où les eaux chaudes de surface dépassent les 24 degrés. Voilà, donc plutôt au niveau des tropiques. Donc ça, c'est une filière tout à fait intéressante et qui fait l'objet aujourd'hui d'investissements certains par des acteurs français, mais aussi par d'autres acteurs internationaux, et qui cherchent, on va dire, le bon équilibre entre la technologie et l'économie pour promouvoir ce type de projet. L'autre différentiel qu'on peut chercher à valoriser, mais qui est beaucoup moins mature aujourd'hui que les filières que je vous ai citées, qui sont encore en phase de R&D, c'est le degré de salinité. C'est ce qu'on appelle la pression osmotique. On va chercher à valoriser le différentiel de salinité qu'il y a notamment au niveau des estuaires. Donc là, en fait, les endroits dans le monde où les eaux salées, les eaux des océans ou des mers, se mélangent avec les fleuves. Et ça, on sait aujourd'hui penser, en tout cas sur le papier, à une production électrique issue de ce différentiel de salinité. Là aussi, hein, on peut s'appuyer sur des technologies qui sont plus matures aujourd'hui, où c'est le schéma inverse qui est mis en œuvre ici. C'est-à-dire qu'on injecte de l'énergie dans le système et on veut dessaler de l'eau de mer et on la fait passer par une membrane et derrière la membrane, il n'y a que de l'eau douce. Bah là, c'est un peu pareil, on fait confronter de l'eau salée et de l'eau douce sur une membrane et derrière, on essaye de récupérer l'énergie. Donc c'est assez simple sur le papier. Pour être tout à fait honnête, c'est beaucoup plus compliqué dans la réalité. Et aujourd'hui, je vais être vraiment dans la difficulté de pouvoir vous en parler sérieusement, parce qu'il y a très très peu de tests, de prototypes et de différentes architectures technologiques qui sont en cours de développement actuellement. Et même les tests qui ont été faits ne sont pas publiés, ne sont pas certifiés, donc on ne peut pas vraiment les consulter. Donc je ne peux pas m'appuyer sur des faits. Et j'aime pas beaucoup ne pas m'appuyer sur des faits pour pouvoir asseoir des fondamentaux sur les perspectives de développement d'une technologie. Donc la pression osmotique, je vais botter en touche et pas vous en parler beaucoup plus. Je vous ai parlé des courants, je vous ai parlé de la houle, je vous ai parlé du différentiel de température, je vous ai parlé du différentiel de salinité. Il reste deux énergies qu'on peut mettre dans le cadre des énergies marines renouvelables, qui ne sont pas à proprement parler des énergies marines, mais qui sont des énergies de la mer. C'est la valorisation des vents sur l'eau et la valorisation aussi du soleil, du solaire. Et ça, clairement, c'est ce qui apparaît aujourd'hui comme les technologies les plus accessibles à court, moyen et long terme, et en particulier pour l'éolien, qu'on appelle l'éolien offshore, l'éolien en mer, et qui fait aujourd'hui l'objet d'investissements massifs. Et je crois qu'on est à l'aune, d'ailleurs, d'une véritable révolution dans la transition énergétique, de par l'accélération, finalement, et la montée en puissance de cette filière qui a déjà 30 ans d'existence, mais dont les perspectives annoncées aujourd'hui dans les 5 ans, dans les 10 ans, dans les 20 ans et dans les 30 ans sont assez extraordinaires. Pour le soleil, c'est un petit peu plus nouveau. On commence à imaginer aujourd'hui des plateformes flottantes ou ancrées qui accueilleront des panneaux solaires, parce que finalement, la mer, c'est aussi une des ressources de la mer, c'est aussi l'espace.
Et donc, on a besoin d'espace avec ces technologies dont la densité énergétique est assez faible. Donc, il y a beaucoup d'opérateurs aujourd'hui, d'industriels qui imaginent installer des fermes de panneaux solaires sur des flotteurs et sur des fermes de très grande dimension. Tout ça est un petit peu plus nouveau, donc là aussi, j'aurais un peu plus de mal à vous en parler, même si la frontière technologique ne semble pas du tout incommensurable, puisqu'on maîtrise aujourd'hui très bien l'énergie solaire, les technologies solaires. Mais derrière, et encore une fois, ce qu'il faut retenir de ce panorama, c'est avant tout et d'abord l'éolien en mer qui, encore une fois, fait l'objet aujourd'hui d'une attention particulière, car étant l'un probablement des grands leviers qui va permettre de potentiellement répondre à l'équation climatique. Merci beaucoup Antoine, vraiment pour, ce panorama comme tu dis, parce que c'est vrai que quand on parle des EMR, moi j'avais surtout en tête en fait, l'éolien offshore, hein, comme tu le dis, Mm. et je n'avais pour te dire jamais entendu parler de toutes ces autres technologies dont tu nous as parlé qui sont mais passionnantes. C'est vraiment assez incroyable, donc vraiment merci, hein, de nous avoir présenté, tout ça de manière très claire. Pour poursuivre, un petit peu, sur la compréhension de ces énergies, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi elles servent, en fait? Quand on parle, d'éolien offshore, ou des autres technologies que tu as présentées en amont, est-ce qu'on est aussi sur de la production d'électricité comme, l'éolien, qu'on retrouve sur terre ou ça sert à produire un autre type, d'énergie? Alors, je te remercie de me poser cette question parce qu'elle me passionne. Effectivement, d'abord et avant tout, les différentes technologies que je viens de te présenter sont d'abord dédiées à de la production électrique d'origine renouvelable. C'est d'abord ça, le fer de lance finalement, et l'intérêt qu'aujourd'hui on met dans le développement de ce type de nouvelles technologies. Mais pas que. Et notamment si je prends exemple sur l'énergie thermique des mers, je t'ai dit que ça nécessitait finalement de faire remonter des eaux froides autour de 4 degrés qu'on va puiser à 800 000 mètres de profondeur. Eh bien, il y a beaucoup d'installations aujourd'hui qui sont d'ailleurs plus accessibles sur le plan technologique et donc plus matures, qui permettent la production de froid, donc de la climatisation renouvelable en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle le SWAC en mauvais français, le Sea Water Air Conditioning. Et donc ça, il y a différentes installations qui existent en France et ailleurs, et qui permettent finalement de penser à de la production de froid renouvelable dans des installations industrielles ou particulières ou de loisirs ou tertiaires en quelque sorte qui vont permettre de penser à du froid renouvelable. C'est intéressant parce que en plus, ce genre de technologie, en fait, enfin, si j'ai bien suivi ce que tu nous as expliqué au départ, donc il faudrait avoir en fait à peu près 20 degrés de différence entre la température à 1000 mètres et la température au niveau du sol, au niveau de la surface, Oui, et donc plutôt dans les tropiques, là où il y a un besoin en climatisation, puisque c'est là où il fait souvent très très chaud l'été. exactement. Et je ne sais pas si c'est le meilleur exemple dont il faut parler, mais il y a une installation historique que ceux qui sont sur ces marchés connaissent bien pour la production de froid renouvelable, qui est dans un hôtel de luxe à Bora Bora, et qui cherche évidemment à offrir à ses clients, qui ont certainement d'ailleurs les moyens de se l'offrir, eh bien, on va dire une valeur environnementale à leur séjour, et cette valeur environnementale est notamment fondée sur ce froid renouvelable. D'accord, bah, écoute, moi, c'est vrai que ça résonne aussi pour moi, ayant passé pas mal de temps au Vietnam et voyant le nombre de climatisations, qui existent là-bas, et c'est typiquement un endroit où, la température de la mer, à la surface, est autour de, 25 et plus degrés et où ce genre de système serait, possible. Tout à fait. Alors, il y a d'autres vecteurs énergétiques que la production d'électricité. Ça, je me permets de le citer à ce moment-là parce que c'est des repères que n'ont pas tous ceux qui s'intéressent avec passion, comme moi, depuis plusieurs années, de ces sujets d'énergie. La production d'électricité ou la demande d'électricité aujourd'hui au niveau mondial, ce n'est que, entre guillemets, 20% de la consommation d'énergie au final, au sens large. Aujourd'hui, 50% du besoin énergétique mondial, c'est d'abord des besoins de chaud et de froid. 30% du besoin énergétique, c'est des besoins notamment pour se déplacer, pour le transport. Et aujourd'hui, on consomme massivement d'ailleurs de l'énergie fossile pour se déplacer. Et le reste, 20% de ce mix énergétique, au sens large, c'est de la demande électrique. Alors, ce chiffre-là ne fait que croître depuis l'après-guerre. De souvenir, je cite de tête, en 1945, donc à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le poids de l'électricité dans le mix énergétique mondial était de l'ordre de 3 à 4%. C'est extrêmement faible en fait. Et ce chiffre de 3 à 4% n'a fait que monter jusqu'à aujourd'hui pour atteindre 20%.
On verra d'ailleurs, si tu m'invites à en parler un peu plus, que pour la prospective énergétique et celle qui est compatible avec l'équation climatique, beaucoup d'experts et de politiques énergétiques publiques aujourd'hui prônent ce qu'on appelle l'électrification du mix énergétique. Donc accélérer le fait que l'électricité gagne des parts de marché, on va dire, sur le mix énergétique final. Et demain, il n'est pas rare de voir des prospectives énergétiques qui proposent des scénarios neutres en carbone, enfin, qui visent la neutralité carbone à horizon 2050, qui vont aller chercher un poids de l'électricité dans le mix énergétique final à cet horizon-là de plus de 50%. Donc le 20% va continuer à grimper. Est-ce qu'il arrivera à 50% en 2050 ou à 40%, 60%? Je n'ai pas de boule de cristal pour le dire, mais en tout cas, l'un des fondamentaux aujourd'hui de la transition énergétique, c'est l'électrification du mix. Donc encore une fois, au-delà de cette production électrique qui est vraiment le fer de lance, on va dire, des énergies marines renouvelables, on a cette production de chaleur et de froid. On a aussi, pourquoi pas, la production de carburant demain. Et des gens aujourd'hui qui investissent beaucoup d'argent, même s'il y a des contraintes aujourd'hui qui font que ça s'est un petit peu affaibli, autour de la production algale, donc les algues, pour demain, par exemple, faire des biocarburants de troisième génération. Ça, aujourd'hui, là aussi, je ne vais pas pouvoir vous en parler beaucoup, même si le sujet vous intéresse, et j'en serais désolé, parce que les fondamentaux, on va dire, ou les jalons technologiques plus exactement certifiés, ne sont pas assez robustes pour qu'on puisse vraiment se projeter dans une industrialisation à 5 ans, on va dire. On est encore trop loin, trop en amont du cycle de développement technologique pour penser à des filières industrialisables dans des temps qui sont compatibles aujourd'hui avec les violences climatiques. Donc je ne pourrais pas prôner l'idée que ce sont des priorités. Mais il y en a une autre qui arrive et sur laquelle moi je travaille beaucoup en ce moment, c'est le vecteur hydrogène. Évidemment, tout le monde en parle, mais aujourd'hui, il n'est pas impossible de penser à des grands projets de production donc d'électricité, cette fois renouvelable en mer, qui pourront être traduites en hydrogène, transformées en hydrogène, et après qui pourront éventuellement être transportées à peu près partout dans le monde sous un vecteur liquide, par exemple. Et ça, ce sont des fondamentaux aussi techniques et économiques sur lesquels je travaille énormément depuis 1 à 2 années, où on est en train de comprendre que la production d'énergie en mer est potentiellement très importante et qu'elle va pouvoir éventuellement se diffuser à peu près partout dans le monde. Alors le problème de l'énergie, c'est que de l'électricité, pardon, c'est que ça se stocke mal. Et quand bien même on ne va pas non plus tirer des réseaux électriques dans tous les océans du monde pour relier les continents entre eux. Donc il y a des gens aujourd'hui qui pensent avec conviction, mais qui ont encore besoin de prouver aussi que tout cela est possible, mais de pouvoir transformer l'électricité en hydrogène et de pouvoir transporter cet hydrogène pour le livrer à peu près dans n'importe quel endroit du monde qui saura l'utiliser, c'est-à-dire soit le consommer directement, soit le retransformer en électricité pour l'injecter dans ses réseaux. Alors Antoine, oui, effectivement, je veux bien qu'on parle un peu plus précisément de l'hydrogène, parce que c'est un sujet déjà dont on parle beaucoup en ce moment, et où il y a effectivement plusieurs courants de pensée, j'allais dire, qui, entre guillemets, s'affrontent entre ceux qui disent que oui, l'hydrogène est vraiment une énergie du futur, qu'on peut le faire, etc., et ceux qui mettent un bémol en disant qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire d'hydrogène de manière décarbonée. Oui. Et du coup, est-ce que peut-être tu peux nous éclairer sur la question, enfin, expliquer enfin, comment est-ce qu'on fait de l'hydrogène, à quoi ça sert, pourquoi est-ce que tu parles de stockage grâce à l'hydrogène, et comment est-ce qu'on peut le faire de manière décarbonée? Alors, tu poses la bonne question pour moi, et c'est la première question qu'il faut se poser avant de tenter de répondre à cette question complexe. C'est d'abord l'hydrogène, à quoi ça sert? Et c'est sur quoi vraiment nous on travaille maintenant de manière approfondie avant de comprendre quels peuvent être justement l'intérêt de transformer de l'électricité produite à peu près n'importe où dans le monde en hydrogène. C'est d'abord de comprendre quels sont les usages et la demande potentielle de cet hydrogène. Parce qu'aujourd'hui, il y a une production hydrogène qui existe, qui est massivement carbonée, hein, par craquage finalement de la molécule de méthane, de CH4. Et aujourd'hui, il y a une utilisation de l'hydrogène dans différents secteurs, et en particulier les raffineries, les aciéries, les verreries, etc., enfin l'industrie lourde. La question, c'est de combien on va avoir besoin d'hydrogène ces prochaines années, peut-être en considérant que ces secteurs-là vont continuer à fonctionner, peut-être d'ailleurs un peu moins pour certains, par exemple les raffineries, mais surtout quels peuvent être les nouveaux
usages de l'hydrogène. Et là, il y a la mobilité, évidemment, à laquelle on pense et qui intervient. Mais souvent, il y a une petite blague dans le secteur qui dit que c'est toujours l'année prochaine, l'année de l'hydrogène, et que ça fait 30 ans qu'on le dit comme ça. Bon, peut-être que c'est vraiment l'année prochaine, l'hydrogène, mais j'aurais déjà entendu cette phrase il y a 5 ans. Donc, à voir encore comment on peut qualifier de manière plus robuste aujourd'hui les perspectives d'évolution de la demande en hydrogène. Et à partir de cette demande-là, on pourra se poser la question de savoir comment produire au meilleur endroit, au meilleur coût, et évidemment de l'hydrogène non carboné pour répondre à cette demande. Donc, sur cette seconde partie de la question, aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités. Celle qui est privilégiée à l'évidence, c'est celle de l'électrolyse de l'eau. Et avec de l'électricité, et modulo une pile à combustible, on est capable de transformer de l'eau en hydrogène. Alors, est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans le détail par rapport à ça? Parce que c'est, histoire de comprendre vraiment le fonctionnement. Alors, c'est tout simplement une réaction, enfin une formule chimique qu'à peu près tous les étudiants qui sont allés jusqu'en terminale générale ont dû voir ou peuvent se remémorer, qui est celle que l'eau peut donc donner naissance à des molécules de dihydrogène et de dioxygène. Après, le véritable enjeu pour mettre à bien cette réaction, c'est via le vecteur électrique, c'est évidemment d'utiliser une électricité non carbonée. Parce que si on électrolyse de l'eau pour produire de l'hydrogène avec de l'électricité carbonée, on ne fait absolument pas avancer le débat et notamment on ne sera pas vraiment dans un meilleur équilibre, on va dire, que ce qu'on fait aujourd'hui d'une molécule de CH4, de méthane, qu'on craque pour isoler les molécules de dihydrogène. Donc tout l'enjeu, c'est de faire circuler dans ces électrolyseurs qui permettent donc du coup cette transformation de la molécule d'eau en deux molécules, dioxygène et dihydrogène. Il faut faire circuler à l'intérieur de l'électricité non carbonée. Et c'est pour ça qu'on pense aujourd'hui qu'il est légitime en tout cas d'imaginer ou d'établir les conditions de réalisation de production massive de dihydrogène par des électrolyseurs avec un vecteur électrique non carboné et ici renouvelable. D'accord, merci beaucoup, Antoine. Après cette parenthèse, entre guillemets, sur l'hydrogène, je voudrais juste revenir un petit peu à quelques fondamentaux autour des EMR Oui. et notamment, en fait, quel est leur poids aujourd'hui, dans la production d'électricité ou même dans la production, Mm. d'énergie, hein, de manière globale, Mm. par rapport aux énergies renouvelables terrestres et peut-être aussi par rapport aux autres sources d'énergie qui, elles, sont carbonées? Alors effectivement, c'est là où il faut savoir se projeter un petit peu, parce que factuellement, aujourd'hui, et tu as raison de poser cette question, parce qu'il faut partir de là, le poids des énergies marines renouvelables dans le mix électrique mondial est extrêmement faible. Je vous ai présenté 7 filières différentes des énergies marines renouvelables. La plupart d'entre elles sont actuellement encore en phase de développement technologique, certaines en fin de cycle de développement technologique, mais encore en phase de R&D. Donc pour pouvoir peser sur le mix électrique mondial, il faut évidemment avoir dépassé ce jalon critique, qui est celui de l'industrialisation et de la commercialisation des technologies pour créer un marché viable. Et ça, aujourd'hui, au-delà du marémoteur historique, comme l'usine de Lawrence ou l'usine de Chiwa en Corée du Sud, qui font état quand même de micro-production à l'échelle mondiale, c'est l'éolien offshore aujourd'hui qui pèse relativement peu aujourd'hui. C'est 5% du parc éolien, toute technologie confondue au niveau mondial. Aujourd'hui, pour donner quelques chiffres repères, on a à peu près 650 gigawatts d'éoliennes installées dans le monde, sur un parc mondial qui est de l'ordre de 6000 gigawatts. C'est pour donner des ordres de grandeur. Sur ces 650 gigawatts d'éoliennes, toutes technologies confondues, installées et en opération aujourd'hui dans le monde, on a entre guillemets que 30 gigawatts installés d'éoliennes offshore. Donc c'est-à-dire 5%, 5% du marché éolien mondial aujourd'hui, c'est l'éolien offshore. Donc ça, D'accord. c'est en train évidemment de grimper, hein, parce que le marché annuel, en fait, est évidemment plus important que le parc, et c'est pour ça que on est en train de construire plus d'éoliennes offshore tous les ans que d'éoliennes terrestres,
Aujourd'hui, l'éolien offshore, c'est à peu près 10% du marché annuel de l'éolien. Donc tu vois, c'est plus élevé que les 5% du parc. Donc globalement, on est en train de rattraper en quelque sorte le marché historique. Et en fait, l'éolien offshore est en train de vraiment représenter ce qu'on appelle le relais de croissance du marché éolien, qui n'arrive pas à saturation. Il y a encore beaucoup de potentiel terrestre, mais si on veut accélérer, si on veut accéder à des niveaux qui vont permettre de résoudre l'équation climatique et viser la neutralité carbone, il faut accélérer partout. Et accélérer uniquement dans l'éolien terrestre ne sera pas suffisant. C'est pour ça qu'il y a un levier massif aujourd'hui qui se pose sur l'éolien en mer. Donc aujourd'hui, c'est 30 gigawatts dans le monde, majoritairement en Europe. C'est intéressant de le dire. Il y a aujourd'hui un leadership européen et historique autour de l'éolien en mer. La Chine a démarré, ça y est, il y a 3-4 ans, donc elle va évidemment, parce que c'est la Chine et parce que c'est des ordres de grandeur toujours impressionnants, devenir rapidement le premier marché mondial. Mais aujourd'hui, le premier marché mondial, c'est la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Et c'est ces deux pays-là qui aujourd'hui drivent le marché européen. Il y a des pays historiques, évidemment, avec le Danemark, qui a accueilli la première ferme éolienne offshore en 1991. Donc tu vois qu'il y a un retour d'expérience qui est tout à fait sérieux. Mais le marché est en décollage depuis 2008, 2009, 2010, depuis une bonne dizaine d'années. Et aujourd'hui, les grands pays de l'éolien en mer, c'est d'abord et avant tout la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est les perspectives. Et déjà, en Europe, la Commission européenne parle d'un chiffre à horizon 2050 qui tourne en hypothèse basse à 300 gigawatts. Donc 10 fois plus que ce qui est installé aujourd'hui. 300 gigawatts d'éoliennes offshore à horizon 2050 en Europe. Il y a un scénario haut qui tourne autour de 450 gigawatts. Donc positionnant clairement l'éolien en mer comme étant la grande filière de la transition énergétique européenne dans les 30 prochaines années. Et c'est pareil au niveau mondial. Et ça, moi, je tiens à inviter tes auditeurs, s'ils ont le temps et l'envie, évidemment, à découvrir le dernier Outlook de British Petroleum, qu'on va appeler peut-être Beyond Petroleum, qui est sorti en septembre 2020. Et je vous conseille, c'est sur YouTube, c'est partout, d'écouter le topo et le pitch du CEO, du président directeur général de BP, donc une grande major pétrolière, et qui a donné une vision du monde à horizon 2050 qui satisfait l'équation climatique et qui vise la neutralité carbone. Et les chiffres qui sont annoncés dans cet outlook sont détonnants, notamment déjà sur la baisse de la demande en pétrole. On a carrément un facteur 4, donc on est à peu près à 100 millions de barils jour aujourd'hui consommés dans notre bas monde. À 2050, et selon ce scénario-là, on descendrait autour de 25, voire même un peu moins. Et derrière ça, c'est surtout aussi le développement massif des énergies renouvelables à des hauteurs qui défient mais tous les pronostics que les prospectivistes se sont autorisés à faire ces 5 dernières années. Et ça annonce donc 300 gigawatts, 400 gigawatts d'éolien en mer en Europe, mais peut-être 3, 4, 5 fois plus au niveau mondial, et pourquoi pas dépasser la limite symbolique des 1000 gigawatts. Là aussi, ça peut faire peur parce qu'on n'est pas que dans le miracle technologique et dans la technologie pour répondre à l'équation, mais encore une fois, de l'énergie, on va en avoir besoin. De l'énergie demain, ça veut dire plus d'électricité, et donc plus d'électricité, ça veut dire plus de vecteurs propres et non carbonés. Et là-dessus, l'éolien en mer fera sa part. Et alors, ouais, justement, c'est bien que tu parles de cet outlook de BP, parce que ça permet aussi d'expliquer pourquoi c'est important peut-être de développer ce genre de technologie. Euh, Tu as expliqué déjà dans un premier temps que l'électricité aujourd'hui, elle est principalement carbonée. Mhm. Donc, les EMR permettent de décarboner cette électricité. Et alors, il y a un sujet qu'on comprend quand tu parles de l'outlook de BP, qui est celui du pic pétrolier, quand tu parles de baisse de demande, et peut-être du fait qu'en fait, on va vraisemblablement manquer de pétrole dans les années à venir. En tout cas, c'est ce que dit l'Agence internationale pour l'énergie. Et sachant que je crois que c'est 2 tiers des approvisionnements de l'Europe en pétrole qui sont pointés du doigt comme étant en danger à horizon 2030, le fait de passer à une mobilité électrique pour l'Europe, en tout cas, est potentiellement un des enjeux. Je me trompe? Absolument, tu tapes évidemment dans le juste, où aujourd'hui, quand on parle d'électrification du mix, c'est non seulement, un peu de production de chaleur et de froid qui peuvent basculer via du vecteur électrique, mais c'est surtout évidemment la mobilité et les besoins de transport, toute nature confondue, qui peuvent basculer demain sur le vecteur électrique. Donc c'est ça, le grand driver de l'électrification du mix, c'est effectivement la mobilité électrique.
Et du coup, oui, ce que je voulais mettre en avant aussi, c'est le fait que on en a besoin en Europe pour cette mobilité, en fait. Malgré le fait qu'aujourd'hui, on ait, dans certains pays européens en tout cas, un mix électrique qui soit assez décarboné. Oui, tout à fait. Tu, tu m'incites à faire une remarque qui est plutôt de l'ordre de la conviction. Et là, c'est évidemment avec beaucoup d'humilité que je dis ça, parce que je n'ai pas de boule de cristal et que toutes les expertises, d'ailleurs, qui parlent de ces sujets-là ne sont pas forcément convergents avec ce que j'ai envie de partager, qui est cette notion de pic, justement. Et c'est important ce que tu as dit, parce que tu as parlé du pic de la demande. Tu n'as pas parlé du pic de l'offre, parce que moi qui ai aussi beaucoup travaillé, si tu veux, pour l'industrie pétrolière, alors plutôt, il est vrai, pour comprendre comment elle pouvait switcher vers des marchés d'avenir, et notamment le sujet des pétroliers qui sont en train de construire une stratégie dans l'éolien en mer est une information tout à fait redoutable, parce que ces pétroliers-là sont en train d'arriver, ils sont déjà là, et je peux vous dire qu'ils vont vraiment modifier les fondamentaux du marché. Ce sont les nouveaux énergéticiens de demain pour les énergies de la mer. Mais avant ça, il y a encore beaucoup de pétrole, et j'ai envie de dire de manière simple, beaucoup trop. Et il s'agira plutôt de ne pas consommer ce pétrole qui regorge encore dans les différents endroits du monde par rapport justement à cette contrainte qui est celle de résoudre l'équation climatique. Le pétrole conventionnel, effectivement, est de plus en plus rare, mais on repousse toujours les frontières à terre et en mer depuis maintenant 50 ans. Et de manière extrêmement impressionnante. Je t'ai dit, et tu as dit que j'étais ingénieur de formation, je t'ai dit que j'avais travaillé dans l'aérospatiale. J'ai découvert ce que c'était que les systèmes complexes, et notamment comment envoyer des hommes ou des systèmes complexes dans l'espace, des choses qui étaient très impressionnantes sur le plan technologique. Je n'ai jamais été aussi impressionné que par la technologie et l'innovation technologique qui régnait dans le domaine des hydrocarbures offshore et dans la robotique sous-marine, et le fait d'avoir toujours repoussé les frontières de distance, de profondeur, de conditions extrêmes, permettant aux activités humaines d'aller chercher des huiles et du gaz à des endroits qu'on n'aurait même pas pu imaginer il y a 50 ou 60 ans. Aujourd'hui, les nouveaux champs pétroliers en mer qui sont ouverts, c'est souvent au-delà de 2000 mètres de profondeur. Et parfois, ça, c'est juste la colonne d'eau, c'est-à-dire ce qui sépare le navire-usine, qu'on appelle le FPSO, qui est à la surface, et le sol. Mais derrière, souvent, il y a aussi des kilomètres qui séparent le sous-sol marin de la poche du réservoir où on va faire remonter les huiles. Donc, il y a vraiment une innovation et une dynamique technologique qui fait qu'on arrive quand même, et on pourrait, et je n'espère pas d'ailleurs, mais on pourrait continuer à extraire beaucoup de pétrole et beaucoup de gaz en mer, à terre, avec des nouveaux principes technologiques. Je ne mentionne même pas les huiles et les gaz de schiste ou les sables bitumineux, qui sont des choses quand même dont il va falloir se passer assez rapidement. Donc, tout ça fait que le génie humain et la technologie, y compris à coût acceptable, on va dire, coût économique, hein, j'entends, acceptable, eh bien ça me fait dire que on pourrait encore vraiment consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie fossile dans les 30, 40, 50 prochaines années, prochains siècles. On ne peut pas faire ça parce qu'il y a le climat, parce qu'il y a cette urgence climatique, parce qu'il y a cette urgence à décarboner. Et en fait, le pétrole, il faut le laisser là où il est aujourd'hui. Donc c'est d'autres ressorts qui font qu'il faut entamer une transition vers les renouvelables, notamment. Et c'est donc d'autres mécaniques que décrivent, je crois, assez bien British Petroleum dans son dernier Outlook, qui ne parle pas vraiment de pic de l'offre, mais plutôt du pic de la demande, et notamment, comme on y revient maintenant, par la transition autour de la mobilité électrique. Oui, c'est très, très intéressant ce que tu dis encore une fois, parce qu'on voit que dans l'histoire de l'humanité, en fait, les énergies qui ont été consommées par les hommes se sont toujours accumulées. Ouais. Euh, on n'a jamais remplacé en fait d'énergie par une autre. Et du coup, comment est-ce qu'on change ce phénomène avec les renouvelables et avec les renouvelables marins? Comment est-ce que finalement on accompagne oui, c'est un switch, j'allais dire, ou un échange d'une énergie par une autre? Là aussi, encore une fois, une question passionnante et extrêmement complexe à la fois. Plusieurs choses. Déjà, je pense on relève maintenant des choix en fait de société et des choix d'investissement. Et c'est vrai que le choix du monde, tu as raison de le dire, depuis l'après-guerre où en fait c'est le début de l'exponentiel et de l'anthropocène. Hein, c'est l'après 45, c'est là où
tout explose, les consommations énergétiques, et donc beaucoup de fossiles, et donc beaucoup de gaz à effet de serre derrière, effectivement, c'est un choix que d'avoir privilégié, en quelque sorte, les vecteurs fossiles pour nourrir la croissance de la demande. On aurait pu faire d'autres choix, hein, potentiellement, et faire attention à développer un bouquet plus diversifié que 80% d'énergie fossile aujourd'hui dans le monde pour nos consommations énergétiques. On aurait pu décider de peut-être payer un peu plus au début et moins aujourd'hui, notamment sur le coût environnemental, et d'actionner plus de leviers autour des renouvelables. Aujourd'hui, pourquoi je pense que les renouvelables vont cette fois cannibaliser et se substituer notamment au niveau de consommation de fossiles, parce que on revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que les leviers de la sobriété et de l'efficacité vont être sans doute accélérés, et c'est tant mieux. Mais à côté de ça, on est en droit aujourd'hui de penser que certains systèmes renouvelables, et notamment renouvelables électriques, peuvent enfin accéder à des niveaux de production qui vont être du même ordre de ceux que nous avions besoin pour les énergies fossiles. Et là, on revient encore une fois vers l'éolien en mer, hein. Il faut revenir sur les ordres de grandeur. L'éolien terrestre, c'est souvent des petits parcs, notamment en Europe ou en France, dans d'autres pays, dans d'autres grands pays où il y a des grandes surfaces désertiques comme aux États-Unis, en Amérique du Sud ou en Australie, c'est différent, mais en Europe, qui est une zone avec des pays qui sont relativement quand même denses et peuplés, on ne peut pas penser aujourd'hui des développements de l'éolien terrestre qui dépassent 3, 4, 5, 6, 7 éoliennes par parc. Ce qui se passe en mer, ce sont des centaines de turbines qui sont installées dans des zones et qui sont opérées par les mêmes acteurs. Plus que ça, il y a aussi l'effet volume, c'est-à-dire taille des turbines. Une éolienne terrestre aujourd'hui que vous voyez quand vous êtes dans le train et que vous voyez un champ éolien, pas trop loin, on est sur des éoliennes qui font à peu près 2,5-3 mégawatts par unité et qui font à peu près 100 mètres de haut. Ce qu'on est en train d'installer aujourd'hui dans les océans, ce sont des véritables tours Eiffel en mer qui font 12, 13, 14 mégawatts de puissance unitaire. Et donc 100 éoliennes de 14 mégawatts, ça fait 1400 mégawatts, ça fait l'ordre de grandeur d'un réacteur nucléaire, alors que un champ éolien terrestre, ce n'est qu'une quinzaine de mégawatts, et il faut donc en installer 100 en fait, de champs éoliens terrestres pour arriver à la même puissance. Et puis, last but not least, comme on dit en beau français, non seulement il y a la puissance installée, mais aussi ce qu'on appelle le facteur de charge, autrement dit le productible, c'est-à-dire avec une unité de puissance, une éolienne, combien on produit d'électricité. Et là, c'est là aussi qu'on révèle le game changer, hein, en fait, de l'éolien en mer, c'est que le productible, donc le facteur de charge de l'éolien en mer avec ses grandes turbines, est 3 fois plus élevé, 2 à 3 fois plus élevé que les facteurs de charge qu'on voit avec nos petites, entre guillemets, éoliennes terrestres. Donc ça aussi, ce sont des facteurs qui vont toujours contribuer à penser et à aussi modéliser, parce qu'il y a un moment où il faut aussi mettre en œuvre un peu de calcul, parce que l'intuition c'est bien, mais la vérification par le calcul c'est aussi très bien. Et on s'aperçoit effectivement que là, on est en capacité aujourd'hui de cannibaliser les consommations d'énergie fossile avec le renouvelable, ce qui n'était pas le cas il y a encore plusieurs décennies. Alors, Antoine, j'ai une autre question un peu qui soulève quelques problématiques ou en tout cas des contraintes, on va dire, par rapport aux énergies renouvelables, qu'elles soient marines ou non. Et c'est une question que j'aimerais vraiment te poser pour avoir ton avis là-dessus. On est le 20 novembre aujourd'hui et je crois que c'est hier que Arte a sorti un documentaire qui s'appelle La face cachée des énergies vertes, qui reprend en gros pas mal toute l'investigation qui a été faite par Guillaume Pitron dans La guerre des métaux rares, est liée notamment à la problématique des ressources en minéraux, enfin, et des ressources dont on a besoin pour créer en fait ces énergies renouvelables, qu'elles soient en mer, pas en mer, que ce soit pour le stockage ou même pour la création des éoliennes. Est-ce que c'est quelque chose qui est intégré dans les perspectives ou les prospectives sur les scénarios de construction d'éoliens en mer ou d'autres types de technologies? Comment ça se passe à ce niveau-là? C'est une question prioritaire et essentielle que tu poses là, et effectivement qui fait le buzz médiatique, et parfois pour des bonnes raisons, et malheureusement aussi parfois pour des mauvaises.
Je vais essayer de résumer ma conviction autour de cet enjeu. Déjà, moi personnellement, à titre personnel, je suis extrêmement touché par ce que j'appelle le scandale minier. Aujourd'hui, l'extraction minière n'épouse pas les conditions que l'humanité devrait s'imposer dans l'ensemble des activités humaines et industrielles de notre planète. Que ce soit les conditions humaines, qui sont parfois celles qu'on peut voir sur certains sites, mais aussi les conditions environnementales. Donc ça, c'est ce qui me touche le plus, et je pense que je suis évidemment loin d'être le seul, et qu'il peut y avoir aussi beaucoup d'affects, finalement, qui peuvent perturber une lecture à froid de ce que représente vraiment la consommation de matières premières à l'énergie produite d'origine renouvelable par rapport à d'autres. Et c'est là où je veux arriver, c'est que si il y a évidemment des questions très lourdes et qu'il faut se poser et qu'il faut mieux maîtriser autour de l'extraction de matières premières et des conditions humaines permettant cette extraction, aujourd'hui, on voit quelques démonstrations qui ne, pardon de le dire comme ça, hein, mais qui me semblent pas tenir la route euh, s'il faut attaquer des sujets comme la raréfaction, par exemple. Euh, donc, par exemple, tu m'invites à parler des terres rares. Les terres rares, elles ont de rares que le nom, hein. Il y en a beaucoup sur Terre, en fait. Là aussi, hein, tu vois, je reprends mon exemple du pétrole. Il y en a malheureusement du pétrole beaucoup trop. On n'aura pas le droit de brûler tout le pétrole qu'on saura extraire ces prochaines années. Eh bien, pour les terres rares, il y en a à peu près dans tous les pays, ou en tout cas tous les continents du monde, relativement bien répartis. Il se trouve que là aussi, ce sont des choix de société qu'on peut remettre en cause. Euh, Sans les juger d'ailleurs a posteriori, hein, c'est trop facile, mais qu'on peut éventuellement changer aujourd'hui, qui fait que la très grande majorité de la production de terres rares aujourd'hui est en Chine, pas parce qu'il y a des terres rares qu'en Chine, mais c'est parce qu'on a décidé et qu'on a laissé ce pays absorber finalement la demande avec une production dont on peut d'ailleurs parfois se poser des questions justement sous l'aune des critères environnementaux et sociaux. Donc on peut produire des terres rares en Europe, on peut produire des terres rares en Amérique et on peut produire des terres rares en Asie. Et il y en a encore beaucoup. Après, il y a quand même effectivement quelques terres rares ou quelques matières premières qui font l'objet de pression, effectivement, du fait qu'il y a une demande en pleine explosion de par les énergies renouvelables, mais aussi les batteries pour les véhicules électriques, etc., etc., etc. Si on fait un petit peu d'histoire et d'historique des cycles de consommation des matières premières et des différents systèmes qui ont émergé dans notre monde industriel, on va dire, de post-première révolution, bah, c'est à chaque fois un choix et un arbitrage qui se fait en fonction de la disponibilité de la ressource, du coût et du prix, finalement, qui se cache derrière, et puis des enjeux géopolitiques associés. Bah, si demain il y a trop de pression sur telle ou telle matière première et que les prix s'envolent, et si on reste sous ce prisme de l'économie de marché, bah, on ira chercher autre chose. Et il y a des substituts partout, y compris dans ce qu'on attaque le plus aujourd'hui, que ce qu'il y a à l'intérieur des turbines éoliennes en mer, notamment, qui sont des turbines synchrones à aimant permanent. Bah, on peut tout à fait changer cette architecture technologique avec d'autres technologies qui ne feront pas du tout appel aux mêmes matières premières et qui, du coup décalera finalement la pression qu'il y a sur cet approvisionnement. Donc Voilà. ce que tu nous dis, Oui, pardon vas-y, t'en prie. de te couper, mais ce que tu nous dis, c'est presque un choix politique en fait. C'est un choix politique et c'est un arbitrage aussi économique sur les prix qui sont constitués par la rareté et par la pression qu'il y a sur telle ou telle ressource, et puis par des principes géopolitiques et économiques très complexes autour de la consolidation du marché, la présence de grands leaders, est-ce que le marché est diversifié, est-ce qu'il y a une pression concurrentielle saine, enfin voilà, il y a des considérations extrêmement compliquées qui constituent aujourd'hui les prix d'à peu près n'importe quoi, et notamment des matières premières. D'accord. Et pour aller encore plus j'allais dire dans le dur du sujet et du sujet qui fâche généralement en France, en tout cas, entre le renouvelable et les autres énergies dites décarbonées, notamment le nucléaire, Mhm. il y a encore une fois pas mal de courants qui s'affrontent entre ceux qui disent non, il faut maintenir et même élargir, développer la filière nucléaire en France, et d'autres qui disent non, il faut réduire la part du nucléaire pour développer les énergies renouvelables. Toi, tu te situes où par rapport à ça et pourquoi?
c'est une question qui est compliquée, qui nous anime tous, mais qui, j'insiste, hein, je me permets de le dire avant de tenter une réponse plus ou moins complète à ta question, qui est vraiment un débat très franco-français. Aujourd'hui, le nucléaire dans le monde, c'est à peine 10% de la production électrique, alors qu'en France, c'est 75%, et que c'est inédit hein, à l'échelle mondiale d'avoir une production électrique aussi nucléarisée, et que les perspectives de développement du nucléaire dans le monde, hein, on va arriver sur la France, mais d'abord dans le monde, y compris dans les scénarios les plus audacieux qui sont aujourd'hui proposés de façon crédible, évidemment, par les instituts, par les différentes organisations qui défendent finalement cette énergie comme étant une bonne énergie pour le monde de demain. Ces scénarios les plus ambitieux ne vont pas proposer des mix électriques à 75% comme en France de nucléaire dans le monde. C'est tout à fait inaccessible et ça serait vraiment que de proposer aujourd'hui des scénarios assez farfelus ou en tout cas qui reposent sur des conditions de réalisation compliquées, de prôner aujourd'hui une nucléarisation du mix électrique mondial. C'est strictement impossible pour des considérations assez compliquées. Je ne pense pas qu'on prenne le temps aujourd'hui pour les exposer, mais bref, pour qu'un pays fasse de l'électronucléaire, il faut une loi nucléaire, ça prend 10 ans. Et ensuite, les temps de développement, de construction, d'installation, de mise en route de centrales s'exercent quand même sur des temps longs. Et on ne peut pas non plus mener 10 chantiers en même temps au sein d'un pays. Ou alors, il faut révolutionner la base industrielle et des compétences. Et c'est des compétences quand même assez compliquées de pouvoir savoir construire des centrales à coût compétitif. Donc, encore une fois, le nucléaire est là, il existe au niveau mondial. Il va potentiellement, et c'est pas à moi de m'exprimer là-dessus, je peux donner mon avis, mais c'est un choix collectif, évidemment, un choix de société, que de savoir s'il faut continuer et voire augmenter cette production électronucléaire mondiale. Mais devant les perspectives qui sont celles de la demande électrique mondiale et celles sur lesquelles on peut accéder dans des scénarios les plus pro-nucléaires possibles, on ne va pas changer ce 10% et le monter à 30 ou 40. Hein. Ça va monter à 15 ou 20, mais pas plus. Donc, le nucléaire peut faire partie des solutions, mais fera partie des petits leviers, pardon de le dire comme ça, mais des petits leviers de contribution à la transition énergétique mondiale. En D'accord. France, la problématique est assez différente, parce qu'on hérite finalement de choix du passé qui fait qu'aujourd'hui, on a 75% de nucléaire, donc une part majoritaire, et donc un mix déjà décarboné. Et effectivement, il faut se poser la question de savoir comment préserver finalement ce mix aussi décarboné. Est-ce qu'il faut prolonger la durée de vie des centrales actuelles? Est-ce qu'il faut relancer un programme électronucléaire avec des nouvelles générations de centrales comme l'EPR, ce qui est déjà un peu le cas puisque Flamanville est toujours en construction? Ou est-ce qu'il faut switcher de manière plus ou moins prononcée vers d'autres vecteurs technologiques comme les énergies renouvelables terrestres ou maritimes? Donc c'est ça, en fait, les choix de société qui sont devant nous. Et ils ne sont pas opposables pour les trois, hein, ça peut être et donner un poids relatif à chacun d'entre eux. Ce qui apparaît pour pouvoir, on va dire, donner un tableau le plus objectif possible, le plus rationnel et opposable possible pour faire ces choix-là, ce sont les coûts soit du prolongement des réacteurs actuels, les coûts des nouvelles centrales et le coût des renouvelables en coût complet. Effectivement, j'entends souvent que les énergies renouvelables sont intermittentes. J'aime pas trop ce mot parce que au sens premier du terme, l'intermittence c'est autre chose, elles sont variables et qu'il faut effectivement ajouter sans doute à l'électricité, au coût de l'électricité qui sort par exemple d'une sous-station électrique d'une ferme éolienne en mer, il faut rajouter d'autres choses comme les pertes sur le réseau, éventuellement des moyens de stockage intermédiaires, l'impact sur le coût des réseaux et des réseaux intelligents pour absorber cette électricité variable, etc., etc. On sait le faire aujourd'hui, il y a beaucoup de publications qui en parlent. Et qu'est-ce qu'on constate, encore une fois, aujourd'hui, c'est que ce vecteur-là, ce levier-là, qui consiste à développer des renouvelables variables, en France, du vent, du solaire, et potentiellement du courant, de la houle, etc., eh bien, ces énergies-là vont être plus compétitives que le renouvellement du parc par les technologies EPR actuelles, y compris en anticipant évidemment une baisse sensible des coûts par rapport au premier réacteur reconstruit qui est celui de Flamanville, qui va avoir un coût absolument abominable pour un certain nombre de raisons. Mais
y compris en essayant d'injecter un maximum d'intelligence, comme on a su le faire dans le programme électronucléaire français des années 70-80, on va être sensiblement au-dessus. S'il faut donner des chiffres, aujourd'hui, dans le nouveau nucléaire post-industrialisation, post-relance, on tourne autour de 75-80 euros du mégawattheure. Au mieux, hein, au mieux. À noter par exemple que Hinkley Point, qui est l'un des grands projets d'infrastructure électronucléaire vendus par EDF UK en Grande-Bretagne, donc, il y a eu un prix d'achat préférentiel qui a été négocié avec le gouvernement qui tourne autour de 92 livres du mégawattheure, et donc, s'il faut faire les conversions, autour de 110 euros du mégawattheure. Donc, vous voyez, je suis déjà encore largement au-dessus et je fais des hypothèses favorables qui vont permettre demain de penser à un électronucléaire autour de 75-80 euros du mégawattheure. Mais aujourd'hui, l'éolien en mer ou l'éolien terrestre ou le solaire photovoltaïque, c'est en dessous de 50 euros à la sortie des centrales et des fermes. Donc, s'il faut rajouter ces fameux surcoûts liés aux externalités, notamment sur le réseau ou sur le stockage, aujourd'hui, il y a pas mal de publications d'experts et de scientifiques qui essayent d'évaluer économiquement ces surcoûts-là. Bon, alors j'ai pas fait une revue exhaustive, mais on a copublié un article il n'y a pas longtemps, je pourrais vous donner la source si ça vous intéresse, qui fait une revue justement de ces dernières publications et qui évalue le surcoût. Et le surcoût, il est autour de 20 à 30 euros. Donc le dernier parc d'éolien en mer français d'ailleurs, qui a été attribué en 2018, c'est le parc de Dunkerque, c'est 600 mégawatts. Et il a été attribué à EDF, renouvelable, pour un prix d'achat préférentiel de 45 euros du mégawattheure. Si vous rajoutez 20 à 30 euros, allez, soyons dans le pire des cas, à 30 euros, vous les rajoutez à ce 45 euros pour les coûts de raccordement et les coûts d'intégration au réseau et de pilotage de la charge, eh bien on va être à 75 euros, c'est-à-dire en gros l'hypothèse basse, ou l'hypothèse plutôt la plus favorable, d'une baisse du coût de l'électronucléaire post-réindustrialisation, c'est-à-dire dans 15 ou 20 ans. Donc on est déjà en fait plus compétitif que le futur nucléaire si on se décide à le relancer. Et donc c'est autour de cette conviction que je pense, mais encore une fois, je suis tout à fait ouvert à ce que d'autres n'aient pas les mêmes convictions que les miennes, mais ma conviction c'est qu'aujourd'hui, d'une part, pour des éléments strictement économiques, il vaut mieux aujourd'hui parier sur le renouvelable que l'électronucléaire. À noter d'ailleurs que c'est ce que les Américains font, qui eux ont une lecture beaucoup plus économique que géostratégique avec l'électronucléaire de défense et qu'on appelle stratégique, qui a une empreinte en France qui est beaucoup plus entremêlée, on va dire, entre le civil et le militaire, alors qu'aux États-Unis c'est beaucoup plus séparé. Donc aux États-Unis, ils vont arrêter de faire du nucléaire civil parce qu'ils trouvent que les renouvelables c'est moins cher. Alors qu'en France, on aura peut-être plus de mal à franchir ce cap parce qu'il y a des considérations plus complexes autour du nucléaire stratégique, du nucléaire militaire. Mais encore une fois, pour des raisons strictement économiques, aujourd'hui, la balance, elle penche sur le renouvelable. Un autre levier, j'en finirai là, qui me paraît essentiel aujourd'hui, c'est aussi l'approche stratégique par les marchés et par l'industrie et par la politique industrielle. Moi, mon métier, si tu veux, depuis maintenant 2007, c'est de réconcilier politique énergétique et politique industrielle. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de dossiers, notamment au niveau politique, où on parle de mégawattheures décarbonés, mais on parle aussi beaucoup d'emplois, et d'emplois relocalisés en France pour les projets français, mais potentiellement aussi pour des projets à l'export. Et compte tenu de ces perspectives mondiales, qui, encore une fois, sortons du débat franco-français, parient sur une demande toujours plus importante autour de différentes filières renouvelables, il me semblerait intéressant, en tout cas c'est pour ça que j'ai une conviction là-dessus, de développer des nouvelles filières industrielles en France, et notamment autour de l'éolien en mer ou des énergies marines renouvelables, qui vont à la fois nourrir finalement la transition énergétique française, puisqu'il faudra les remplacer, les réacteurs actuels, mais aussi répondre finalement à une demande mondiale beaucoup plus importante pour le bien de nos emplois locaux. Et donc, ça voudrait dire développer une nouvelle industrie de renouvelables en France. Donc, construire les éoliennes, les éoliennes offshore en France, construire toutes ces technologies, on pourrait le faire en France, ça. Alors, là aussi, ça répond à des démarches stratégiques extrêmement complexes, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir ce type de pensée ou de déclencher ce type d'opportunité. Évidemment, il y a d'autres pays qui ont aussi envie de parier sur ce type de stratégie. Donc, typiquement,
là aussi, je vais être un peu factuel, mais sur la filière du solaire ou sur la filière de l'éolien terrestre, on ne peut pas dire que la France a su embarquer, on va dire, la partie industrielle avec des grands donneurs d'ordre aujourd'hui qui ont des usines et qui produisent sur place. C'est pas forcément uniquement de sa faute aussi, hein. Je veux dire, il y a d'autres industriels, notamment les Allemands ou les Japonais, qui se sont fait complètement on va dire, détruire par la stratégie et la montée en puissance de la filière industrielle chinoise du solaire photovoltaïque, hein. Donc c'est pas non plus que du ressort de choix politiques nationaux, hein. Il y a aussi une compétition internationale qui rend les choses encore plus difficiles. Mais si je prends l'exemple de l'éolien en mer, on y revient, hein, encore une fois, hein, c'est qu'à mon avis, l'opportunité française, elle est extraordinaire. Déjà, les savoir-faire du maritime français, des industriels du maritime français, euh, rayonnent dans le monde entier. Donc aujourd'hui, pas sur les énergies marines renouvelables ou l'éolien en mer, mais sur d'autres marchés comme le transport maritime, comme le pétrole et le gaz offshore. Hein, je veux dire, Total et bien d'autres sociétés et d'ingénierie technologique complexe font partie des leaders internationaux, donc accompagnés dans leur transformation vers le renouvelable, pourquoi pas. Et puis là aussi, je vais rester très factuel pour essayer d'être convaincant. C'est qu'aujourd'hui, les projets éoliens en mer français sont en retard. Ils ne sont pas inexistants. Je parlais de Dunkerque, c'est l'un des derniers projets, mais il y en a 5 autres avant qui ont été attribués en 2010-2011, qui ne sont pas encore en production, mais ça y est, la phase de construction et d'installation a débuté pour les premiers, notamment à Saint-Nazaire et à Saint-Brieuc. Et aujourd'hui, alors que nous avons 0 mégawatt de production commerciale en France avec ce type de technologie, nous avons déjà des usines et de l'emploi. Alors hier c'était Alstom et aujourd'hui c'est General Electric qui produit des turbines éoliennes en mer à Nantes-Saint-Nazaire. On a les chantiers de l'Atlantique qui n'ont pas vendu, qui n'ont pas attendu de vendre en France, mais qui décrochent déjà des contrats internationaux pour la construction et l'installation de sous-stations électriques en mer, qui est un objet extrêmement complexe qui permet d'agréger finalement toute la production électrique des différentes éoliennes en mer pour ensuite l'injecter vers le réseau terrestre. Donc ça, c'est des contrats remportés. Il y a aussi des usines de pales, parmi les pales les plus grandes au monde et les plus complexes au monde, qui sont à Cherbourg, et qui est aussi une usine de General Electric, qui a racheté LM Wind. Et puis on a Siemens Gamesa, qui est le grand leader mondial de la production de turbines éoliennes offshore, et qui est en train de construire sa nouvelle base industrielle européenne au sein du Havre, et du port industriel du Havre. Donc vous voyez, la France, elle n'est pas encore équipée, mais elle a su rassembler les conditions d'attractivité nécessaires pour que des grands industriels investissent dans l'avenir de la politique industrielle française avec des usines de production d'éoliennes offshore, turbines et pales, et à la fois pour répondre aux projets français, parce que ces projets français sont très attractifs et sont jugés comme tels par les industriels européens et internationaux, mais aussi pour nourrir les projets à l'export. Donc on est déjà en fait dans la réindustrialisation de la France par le levier de l'éolien offshore. Et du coup, bah, c'est génial parce que c'est une parfaite transition vers l'engagement dans cette filière. Et est-ce que tu peux peut-être nous éclairer un peu sur les types de métiers, les formations, quand on veut faire partie de ce renouveau avec les EMR, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le métier? C'est ingénieur, ouvrier, c'est quelle formation? Alors, tous, mon capitaine, dans la mesure où finalement, c'est le marché des EMR, dont fait partie l'éolien en mer, n'est pas différent du marché des ENR, des renouvelables terrestres. C'est designer, inventer, ensuite fabriquer, assembler, installer, opérer, maintenir et démanteler éventuellement, ou relancer encore un cycle avec le repowering de à peu près n'importe quel système de production électrique. Donc ces fonctions-là, en fait, elles ne changent pas. On reste sur le même marché qui consiste à produire de l'électricité renouvelable. Maintenant, bien entendu, qu'il y a des spécificités du fait qu'on est dans le milieu marin. Et d'ailleurs, l'une des grandes questions que s'est posée un certain nombre de grands donneurs d'ordre dans les années 2008-2010, quand ils ont commencé à déclencher des investissements massifs sur le déploiement de la filière, ils se sont dit, c'est quoi la stratégie? Est-ce qu'il faut prendre des techniciens ou des gens qui connaissent l'éolien terrestre et est-ce qu'il faut les mariniser, entre guillemets, leur apprendre ce que c'est que la mer? Ou est-ce qu'il faut plutôt aller chercher des marins, donc des experts du milieu et des connaisseurs du milieu, et leur apprendre l'électrotechnique finalement pour qu'ils puissent devenir demain des acteurs de l'éolien en mer? Eh bien, si la première solution a été privilégiée dans un temps, la deuxième est sans doute la voie à suivre aujourd'hui parce que on s'aperçoit que le milieu maritime est un milieu tellement exigeant
qu'il nécessite finalement un engagement autour des valeurs des gens de mer, c'est comme ça qu'on les appelle, et notamment voilà, une compréhension, on va dire, aiguë et fine de ce que c'est que la contrainte du milieu marin et ses incertitudes. Donc aujourd'hui, pour pouvoir travailler sur ces filières-là, on peut évidemment être ingénieur. Il y a beaucoup d'attentes et de demandes autour de personnes qui vont contribuer à innover et à mettre en place les process industriels qui vont permettre de produire et d'accompagner aussi l'optimisation des processus industriels. Mais on a besoin aussi donc de marins, tout simplement, des gens qui viennent de la mer et qui peuvent intervenir sur les bateaux, à la fois pour installer les systèmes, mais aussi les opérer et les maintenir pendant des cycles qui dépassent 20 ans, hein, puisque vous savez que l'énergie, ça répond à des marchés à cycle long d'investissement. Hein. Quand on investit dans l'installation d'une ferme, ce n'est pas pour moins de 20 ans, c'est la durée limite basse, donc on va sur 20 ans, voire plus. Donc on a besoin de gens de mer qui vont pouvoir assurer les meilleures conditions d'opération de ces fermes-là et faire des allers-retours en bateau ou en hélicoptère, le moins possible, mais plutôt en bateau, et peut-être d'ailleurs en bateau propre, puisqu'il faut aller chercher la décarbonation partout. Et on a besoin aussi d'autres profils, des profils commerciaux bien entendu, parce qu'il s'agit quand même de pouvoir gagner les appels d'offres et de pouvoir vendre aussi l'électricité dans les réseaux, sur les marchés de gros. Donc il y a du business évidemment à faire. Et puis il y a de la place encore une fois pour tout le monde, hein, aussi des profils plus politiques, puisque on l'a, je crois, assez dit durant notre échange, la politique énergétique, elle rime aussi avec politique industrielle, et dans les mots énergie industrielle, il y avait le mot politique avant, donc il y a des enjeux de souveraineté, il y a des choix aussi, qui sont du domaine encore de l'État, où loi de décentralisation oblige des régions, et donc il faut aussi s'armer et savoir dialoguer avec l'univers politique pour pouvoir asseoir et penser au développement de ces filières. Merci beaucoup Antoine pour toutes ces précisions. On va arriver bientôt à la fin de notre entretien, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment passionnant. Mais est-ce que tu pourrais nous donner peut-être quelques infos ou j'allais dire quelques lectures pour approfondir, savoir s'il y a des associations, des entreprises ou des mouvements à suivre, peut-être des événements même? Oui, alors, en termes d'association, tu as, justement, on est à la convergence entre l'énergie et le maritime, donc tu as des associations, des syndicats comme le Syndicat des énergies renouvelables ou la Fédération, énergie éolienne, la FÉ, qui viennent du coup des énergies renouvelables terrestres et qui infiltrent évidemment, ces marchés, maritimes parce qu'elles pensent que ce sont des bons, marchés et des bonnes filières pour, le rayonnement de la France, en interne pour sa transition, mais aussi au-delà. Et puis tu as aussi des institutionnels, on va dire, du maritime, spécialisés dans le maritime, et qui se mettent à remonter la chaîne pour, aujourd'hui et demain, produire de l'énergie en mer. Et là, tu as le cluster maritime français, typiquement, qui agrège un certain nombre d'acteurs du maritime et qui aujourd'hui est totalement focalisé, il n'y a pas que ça, mais beaucoup focalisé sur le développement des énergies marines renouvelables ou plus généralement de la décarbonation finalement des activités en mer ou comment la mer peut répondre à la transition énergétique et climatique. Je ne peux pas ne pas citer aussi une association, ou en tout cas une future association que je soutiens beaucoup et avec conviction, c'est celle de la Fresque Océane. Tu as parlé de la Fresque du climat en introduction, une association aussi dans laquelle je suis actif. Il y a ce qu'on appelle des fresques amies autour de ces fresques du climat qui a donné naissance à beaucoup de déclinaisons autour de la biodiversité, autour du numérique et autour de l'océan. Et son autrice, Alice Vitou, est en train de, voilà, de construire le modèle de cette jeune fresque qui s'appelle la fresque Océane et qui permet, je le recommande à tous, qui permet en un temps record, 3-4 heures, de prendre conscience des, à la fois des menaces, mais aussi des opportunités que regorge l'océan. Et bien entendu, dans les opportunités, il y a toute une partie sur le développement des énergies propres océaniques et donc de l'éolien en mer et des énergies marines renouvelables plus globalement. En termes de lecture, si tu m'autoriseras, sans m'en vouloir, j'espère, à faire un petit instant autopromotion. Je l'ai glissé tout à l'heure, mais j'ai copublié un article assez long, hein, d'une vingtaine de pages, sur les enjeux de développement des énergies marines renouvelables, dont l'éolien en mer en France et à l'international, en avril dernier, en avril 2020, dans une revue qui s'appelle Connaissance des énergies,
L'article se trouve assez facilement, j'imagine. Peut-être que tu pourras proposer le lien quand tu posteras notre entretien. Oui, tout à fait. Merci. Et c'est copublié. Donc, il y a 2 autres co-auteurs qui ont travaillé avec moi sur ce sujet, Michel Paillard et Bernard Muton, qui ont tous les deux une vie intense sur la partie EMR en France. Et donc, avec eux et tous les 3, on a travaillé quelques mois pour essayer de construire un article de référence. Voilà, c'était notre objectif. Donc, on a eu un bon accueil. Et puis aujourd'hui, d'ailleurs, il est aussi lu en début d'année d'un certain nombre de programmes centrés sur les énergies marines renouvelables en France. Il y a des programmes qui sont spécifiques à ça. Je pense notamment à l'ENSTA Bretagne ou à Centrale Marseille qui ont des programmes de master spécialisés et qui se focalisent aujourd'hui sur la formation de futurs cadres de ce secteur. Mais il y a aussi évidemment d'autres formations, la liste serait trop longue pour les citer. Mais donc cet article de référence, il reprend quelques fondamentaux qu'on a partagés aujourd'hui et il va évidemment beaucoup plus loin aussi sur la présentation des fondamentaux des filières, de leur situation, de leurs perspectives de développement associées. Et puis il y a aussi d'autres points qu'on n'a pas forcément balayés aujourd'hui parce qu'on ne peut pas tout dire et qui nous tenaient beaucoup à cœur et qu'on a voulu développer. Je pense notamment à l'analyse des cycles de vie et à ce qu'on appelle le retour sur investissement énergétique. Ça, c'est quelque chose qui crée beaucoup de débats, notamment pour apprécier la pertinence de telle ou telle filière renouvelable par rapport à des filières fossiles ou autres. Et là, on a voulu quand même remettre les choses un peu au clair sur les publications qui nous semblaient les plus robustes, sur l'analyse justement de ces cycles de vie dans le domaine des EMR. Et puis, il y a d'autres enjeux aussi qu'on a essayé en tout cas de bien mettre en valeur, qui sont les enjeux sociétaux. Parce qu'il n'y a pas que l'emploi, il y a aussi l'acceptabilité en fait, des populations de voir cet océan finalement contribuer à la production d'énergie. Et il y a des usagers de la mer aussi, et tout ça crée parfois des tensions et donc, il est aussi tout à fait logique de considérer ces enjeux sociétaux et d'acceptabilité pour comprendre les fondamentaux et les perspectives de développement de ces filières-là. Donc, c'est des choses qu'on balaye de manière assez détaillée, une 20aine de pages, dans cet article que je recommande à tout à chacun qui veut plonger, sans mauvais jeu de mots, dans l'histoire de ces filières et se forger sa propre conviction d'ailleurs sur l'intérêt de les développer. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de citer l'Agence internationale de l'énergie, qui est on va dire un repère, une boussole pour beaucoup de décideurs de notre monde sur la projection ou la prospective énergétique de notre siècle, et qui, il faut bien l'avouer, depuis plusieurs années, ne parlait pas beaucoup des énergies marines renouvelables. C'était pas totalement dans son radar. Mais ce qu'elle a écrit l'année dernière est détonnant. Alors, nous qui travaillons sur ces sujets-là, on le dit depuis de nombreuses années, mais quand c'est l'AIE qui le dit, c'est toujours évidemment ça a beaucoup plus de poids, et tant mieux. Eh bien, l'Agence internationale de l'énergie a sorti un rapport spécifique sur les conditions de développement de l'éolien en mer et présente cette énergie-là comme étant l'un des grands piliers de la transition énergétique. On converge finalement, et qui est doté d'un potentiel, je cite, quasi illimité. Alors, j'aime pas trop ce terme-là non plus parce que ça ne veut pas dire que même les pros éoliens en mer veulent un mix électrique à 90% d'éolien à 2050. Ça n'a pas de sens non plus, mais c'est pour dire que on peut appuyer sur le champignon parce que globalement, il y a de la ressource, quoi. Voilà. Merci beaucoup Antoine pour toutes ces informations encore. Je mettrai les liens bien évidemment en description. Et puis bravo pour tout ton travail et nous avoir expliqué de manière si claire en fait quels sont les enjeux derrière les EMR et puis ce qui se cache en fait en termes de technologie derrière ce nom de EMR. Donc merci vraiment à toi et puis je te dis à très bientôt. Écoute, merci de ton invitation et à très bientôt effectivement sur ces sujets passionnants. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. À bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, osez!